Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Café littéraire. Je vous en rappelle le principe, mais vous y êtes habitués maintenant. 4 autrices, 4 œuvres autour d'un même thème. Et aujourd'hui, la place des femmes dans l'histoire. Comment se représenter si on est tout simplement absente? Voilà ce qui traverse les œuvres de nos autrices invitées aujourd'hui. Nous sommes dans le cadre, bien entendu, du Salon du Livre et de la Jeunesse, dont le thème est la tectonique des corps. Titiou Lecoq, bonjour. Vous êtes autrice des Grandes oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes chez Proche. Et les femmes aussi ont fait l'histoire chez les Arènes Jeunesse. Tout est dans le aussi. Titiou, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Tout va bien ? Très bien, merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Sandrine Mirza, en compagnie de Blanche Sabat, vous nous proposez une histoire de France au féminin chez Casterman. Des reines, des chercheuses, des militantes, des femmes politiques habitent notre histoire. Vous les faites sortir de l'ombre et nous vous en remercions. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Maram Al-Masri, vous êtes poétesse. Vous nous livrez une série de portraits de femmes, tout en subtilité et pointillisme. C'est absolument poignant, c'est magnifique. Nous avons tous été touchés par cet ouvrage. Soyez la bienvenue. Tout va bien ? Merci beaucoup. Une histoire de sorcière, une de plus. Alors là, pas vraiment. En tout cas, quand Julia Thévenot s'empare de ce genre littéraire, c'est avec une grande modernité et un humour assez ravageur. Millepertuis, livre 1, La sorcière sans nombril. Quelle histoire. C'est sorti chez Gallimard Jeunesse et nous sommes ravis de vous avoir à la table avec nous. Soyez la bienvenue. De même, merci. Alors l'un des autres principes de ce café littéraire est celui d'être accompagné par une jeune journaliste. Et aujourd'hui, c'est Lina qui va m'accompagner, qui va m'aider, qui va me suppléer, qui va me remplacer. Lina, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous dire d'où tu viens ? Lycée Charles de Gaulle à Poissy. D'accord. Tu es en quelle classe ? En terminale. D'accord. Le bac français, ça s'est bien passé l'année dernière ? Ah, le bac français. Oui, beaucoup de stress. On parle ou pas ? C'est comme tu veux. Hein. Pas de souci. Ok. Beaucoup de stress, beaucoup de pression, mais au final, tout s'est bien passé. Voilà, on l'a eu, c'est le plus important. Combien de points d'avance ? Comment ça, combien de points d'avance ? C'est personnel, ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. Lina, je suis ravi en tout cas. Je sais que tu as lu tous les livres, tu es très intéressée. Oui. Est-ce que tu peux montrer ta petite feuille avec quand même toutes les questions ? Bon. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais vous laisser prendre le métro, aller me balader. Je reviens dans 2 heures. Et Lina, elle serait toujours avec vous, avec les questions. Wow. Voilà. C'est pas toutes mes questions, d'accord ? On a pris les questions de beaucoup de personnes. Je ne suis pas toute seule. Donc, il a bien fallu qu'on fasse une synthèse mais en tout cas, vous avez vraiment super bien travaillé. Lina, je suis ravi que tu sois avec moi tout au long de ces 50 minutes. De même. Titiou Lecoq. Allez, on y va. Les Grandes oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes chez Proche et les femmes aussi ont fait l'histoire aux Arènes Jeunesse. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste et romancière. Et alors, la sortie des Grandes oubliées en 2021 a eu un énorme impact, hein, on peut le dire, avec plus de 200 000 lecteurs et lectrices conquis. Alors, vous voyez là, par exemple, on aurait pu dire conquise ou conquis. Bon, Failli vous reprendre tout à l'heure, vous avez bonjour à tous. Et j'étais là. Alors déjà, à tous, là, il y a quasiment que des femmes. Donc, ouais, ça va. Autant vous dire, ça va barder pour moi. Il faut que je sois au cordeau, là, aujourd'hui. Donc, j'applique la grammaire de base, hein, en tout cas sur conquis, vous m'en excusez. Mais c'est vrai, encore une des injustices de la langue. Alors, il vient de sortir en poche, hein, justement, les grandes oubliées. Et en complément, vous sortez en fait ce documentaire, Les femmes aussi ont fait l'histoire aux Arènes Jeunesse. Lina, dites-moi. Je vais me retirer, je vais vous laisser entre femmes. Je serai là un petit peu voilà. Je vais me retirer à petits pas. Qu'en as-tu pensé ? Et je te laisse entre les mains de Titiou. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bon, on a tous lu le livre dans sa globalité. On a un peu analysé, si vous voulez. Donc, on a remarqué que c'était une approche très généraliste. On a vu aussi que c'était chronologique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander comment est né votre intérêt pour le féminisme, parce que forcément c'est le sujet de cette émission et de ce livre. Donc
Avant que vous répondiez, comme vous le remarquez, on est en direct du salon du livre. Oui. Hein. Donc il y a des classes, voilà. Ouais, le bruit beaucoup de bruit derrière. Voilà. Au fur et à mesure. Mon intérêt pour le féminisme, alors c'est plus qu'un intérêt, hein, je suis vraiment féministe, revendiquée, etc. Et j'ai plein de copines féministes qui peuvent te raconter le jour où elles ont eu le déclic. Et je trouve ça génial, tu vois, comme ça. Et moi, je n'ai pas ça parce que ma mère est très féministe et j'ai vraiment baigné là-dedans. Et en fait, mon choc a été plutôt après les études, notamment quand j'ai commencé à travailler, de me rendre compte que le monde entier n'était pas féministe comme ma mère. Oui. Et ça a été une vraie... Je sais, ah bon, mais il y a des gens qui ne sont pas pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais comme c'est étrange. Et j'ai mis du temps à me rendre compte, à me dire, ah oui, en fait, je vis dans un monde où moi, jeune fille de 20 ans, va moins m'écouter qu'un garçon ou un homme plus âgé, quoi. Donc voilà, donc j'ai toujours été féministe. Donc c'est allé dans le sens inverse en fait. Ça a été une découverte du non-féminisme plutôt que le... Exactement. Moi j'ai découvert le patriarcat plus tard. Je peux te raconter comment j'ai découvert le patriarcat en me disant mais enfin... Racontez-nous comment... Est-ce qu'il y a un moment où on se dit mais mon Dieu, le monde tourne à l'envers? Il y a une difficulté, c'est que typiquement quand j'ai commencé à faire des petits jobs, etc. en étant étudiante, je sentais que j'étais pas traitée de la même manière que les hommes, mais je me disais que c'était l'âge. J'avais 20 ans, 25 ans, etc. Et donc, je ne voyais pas la discrimination de genre, je voyais la discrimination d'âge. Et je me disais, bon, bah, c'est normal qu'on m'écoute moins. Et en fait, arrivé à 30 ans, on commence à avoir des enfants, à s'installer un peu, etc. Je dis, alors là, c'est plus l'âge. Là, il y a autre chose qui doit être en jeu. Et au fur et à mesure, en fait, plus je vieillis et plus je découvre la profondeur des discriminations. Ok. Et du coup, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à écrire, qui vous a donné l'idée d'écrire Les Grandes Oubliées, ou c'était complètement autre chose? Alors, dans tout ce que aussi, hein. Ouais, dans tout ce que j'écris, c'est évidemment irrigué par le féminisme et tout ça. Et vraiment sur Les Grandes Oubliées, en fait, je lisais beaucoup de choses sur les recherches en histoire qui continuaient de sortir, etc. J'ai beaucoup d'amis historiens, historiennes dans mon entourage. Et à un moment, j'ai une éditrice m'a dit, mais en fait, avec tous ces bouts de trucs, enfin, raconte-nous tout ça. Et au départ, je disais, bah non, pas du tout, parce que syndrome de l'imposture, genre, non, je ne suis pas historienne, je ne peux pas faire un livre d'histoire, etc. Finalement, je l'ai fait. Et je pense que justement, c'est parce que je ne suis pas historienne que j'ai pu le faire. Oui. Que du coup, je me suis moins posé des questions de, ah oui, mais moi, je suis spécialiste du haut Moyen-Âge, et donc je ne peux pas trop parler de la Première Guerre mondiale. Je suis spécialiste ni de l'un ni de l'autre, ça va. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez adapté cet essai en documentaire illustré, justement? Est-ce que c'est pour mieux montrer, avoir une plus grande portée? Alors en fait, là on parle des femmes aussi ont fait l'histoire, ouais. Hein, le prolongement. Qui est plus jeunesse. En fait, c'est assez logique parce que la construction des Grandes Oubliées était autour de moi, ce que j'ai appris à l'école en tant qu'élève et où est-ce qu'on en est dans les recherches en histoire. Parce que l'histoire, c'est une matière vivante et qu'on continue de découvrir plein de choses. Et donc, c'était ce décalage entre les deux. Et à un moment, évidemment, se poser la question de « et maintenant, de nos jours, qu'est-ce que les élèves apprennent ?» Et fondamentalement, ça n'a pas énormément changé dans les programmes. Alors après, il y a des profs qui construisent des séquences complètement différentes, mais c'est des initiatives plus individuelles. Mais sinon, les manuels, par exemple, le changement n'est pas révolutionnaire. Et donc, c'était assez logique de se dire, bon, bah, et si je m'adressais aux élèves de maintenant pour leur transmettre ce qui se fait en histoire, leur expliquer plein de choses. Moi, je sais que j'ai des enfants et à un moment, je dis, en fait, la règle du masculin l'emporte sur le féminin. En grammaire, en français, ils l'ont apprise, mais on leur a pas dit d'où ça venait, quoi. Que c'était une construction, que ça a une histoire, enfin. Et si mes enfants l'ont pas apprise, sans doute qu'il y en a beaucoup d'autres qui l'ont pas apprise non plus. D'où voilà le... Et du coup, vous nous avez parlé d'élèves. Est-ce que vous avez eu des retours de professeurs d'histoire, par exemple, par rapport à ça? Alors, j'ai eu beaucoup, quand Les Grandes Oubliées sont sorties, j'ai eu énormément de retours d'enseignants et d'enseignantes. Alors, beaucoup en histoire et en français, évidemment, qui m'ont remercié, qui trouvaient ça super, Alors, j'étais étonnée, il y en avait qui me disaient, en fait, oui, effectivement, quand j'ai fait mes études d'histoire, quand j'ai passé le CAPES, il n'y avait pas tout ça, je ne savais pas, j'ai découvert des choses. Et qui étaient contents d'avoir un outil sur lequel s'appuyer pour pouvoir construire leur cours. Donc c'était très bien. Et il y avait une demande d'un manuel, d'un livre plus niveau, je pense que le jeunesse, il est de 10 à 17 ans, tu vois, en gros. Donc voilà, donc les enseignants, un accueil hyper positif.
Et du coup, est-ce que il y a une raison pour laquelle vous avez choisi plutôt une approche historique plutôt qu'un témoignage, c'est-à-dire vous n'avez pas des personnes qui témoignent, vous avez une approche historique? Parce qu'elles sont mortes. Non, oui, non. Dans le sens, est-ce que, des Pas tous personnes, les pouvoirs. voilà, par exemple, des historiens qui viennent expliquer, etc., comme ce qu'on peut voir dans certains, documentaires ou dans certaines émissions, etc. Vous avez choisi une approche purement historique, purement. Alors, j'ai vraiment fait un récit. En vrai, dans tous les livres, moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est de trouver... Écrire un livre, c'est comme un exercice de géométrie à 3 points. T'as moi qui écris, le sujet et la personne qui va lire. Et en fait, c'est une question de distance que je vais mettre entre les 3 points. Et si tu mets en plus des citations, tu mets une interview de quelqu'un, ça fait un carré et plus un triangle et ça devient trop compliqué pour moi à gérer. Et donc vraiment, je cherche à chaque fois quel va être le bon ton et la bonne manière de raconter cette histoire-là à ces personnes-là. Et donc je trouvais ça plus vivant, j'assume complètement de parler à la première personne, de faire des blagues, de tout ça. Et de faire, c'est moins, on dit documentaire, mais en vrai, c'est pas complètement un documentaire, parce qu'effectivement, tu n'auras pas des citations d'historiennes ou d'historiens. Après, dans la version adulte, je cite les noms de toutes les chercheuses dont il y a eu des travaux, etc. Tu vois, c'était important pour moi qu'elles apparaissent dedans. Okay. Donc cette manière de faire dans vos livres, c'est vraiment pour vous une manière d'accéder plus facilement aux jeunes et de dépasser cette barrière de la politesse. C'est un livre, c'est vraiment un contact un peu direct avec les enfants. Et je vais te dire, même plus qu'au-delà des jeunes, enfin, tu vois, la lecture, c'est pas juste un problème de jeunes. À chaque fois, on le présente sous cet angle-là, mais il y a plein d'adultes qui ne lisent pas. Il y a vraiment, pour moi, quand j'écris cette question de les gens, ils ont bossé toute la journée, ils rentrent chez eux, ils pourraient se mettre devant Netflix et regarder une super série. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont ouvrir un livre et le lire, tu vois, de la première à la dernière page? Et donc, je considère que c'est à moi de travailler, de faire en sorte qu'ils aient envie de le finir, et voilà. Donc, et ça marche pour les jeunes, mais je te dis aussi complètement pour les adultes. Et par exemple, dans les choses, normalement, dans les livres un peu scientifiques, tout ça, à la fin, tu as une bibliographie. Oui. Moi, il n'y en a pas, ni dans l'un ni dans l'autre. Oui. Parce que, en fait, on s'est rendu compte que quand il y a une bibliographie à la fin d'un ouvrage, il y a toute une partie de la population qui se dit « Ah, c'est pas pour moi. Ça va être trop compliqué. » Ah bon ? Comme les notes de bas de page. Oui. En fait, c'est un marqueur social très, très fort. C'est un vrai marqueur de classe sociale. Et donc, il y a des gens qui vont pas aller... Donc, je me suis dit, je vais pas mettre de bibliographie. Je vais me faire sans doute attaquer par certaines personnes, mais j'ai cité les livres dans le corps du texte. Okay. Et je sais que j'ai eu des retours de femmes adultes qui m'ont dit, c'est la première fois de ma vie que je lis un essai et j'ai tout compris. Et elles avaient l'air surprises de réussir à accéder à ce genre de livre. Et du coup, vous n'avez jamais eu de retour négatif par rapport au fait que vous n'avez pas cité ou mis de bibliographie, justement? Tu connais les hommes, hein, cette partie de la population. Oui. Alors, j'ai eu des hommes de plus de 50 ans qui m'ont dit, mais enfin, j'ai noté qu'il n'y avait pas de bibliographie, ce n'est pas très sérieux. Je dis, en fait, en plus, il n'y en a plus besoin de nos jours. Et bibliographie, on avait besoin quand on allait en bibliothèque faire des recherches, etc. Maintenant, tu as Internet, franchement, tu mets le nom de l'autrice, le sujet du livre, et ça te sort tout, la maison d'édition, la date de parution. En vrai, il n'y en a plus tellement besoin. Oui. Alors, juste, c'était un peu la dernière question, on va passer à Sandrine, mais je voulais juste dire quand même, moi en lisant ce livre, je conseille aux adolescentes, mais aussi aux adolescents de le lire naturellement et surtout, offrez-le à votre papa ou à votre grand-père. Je trouve que, voilà, on doit prendre notre part, nous. Moi, j'ai appris plein de choses, c'est absolument passionnant. Et on se rend compte quand même qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc vraiment, à toutes les petites filles, c'est un super cadeau de Noël pour votre grand-père, le tonton un peu rageux, etc. On en a tous un dans les familles. Je pense que voilà, c'est un bon petit cadeau pour cette fin d'année. Sinon, il y a un autre cadeau aussi, Lina, qu'on peut offrir. C'est l'histoire de France au féminin chez Casterman. Sandrine Mirza, vous êtes historienne, vous êtes autrice pour la jeunesse depuis pas mal d'années. On vous doit ma première mythologie en BD, ma première histoire de France en BD. Et pour cette histoire de France au féminin, vous avez travaillé avec Blanche Sabat. Alors j'aime bien parce qu'on ne pourra plus résumer l'histoire de France au féminin en citant « Mais oui, bien sûr qu'elles sont là les femmes. Il y a Marie-Antoinette, il y a Jeanne d'Arc et Simone Veil. Merci, au revoir, fermez le banc. Grâce à vous, on va pouvoir parler de Duoda, on va pouvoir parler de Émilie du Châtelet ou de Rosa Bonheur.
Et ça, c'est formidable. Lina, qu'en as-tu pensé? Plein de choses, je le sais. Oui, oui, en effet. Alors, si on peut comparer avec l'ouvrage qu'on a vu juste avant, des Grandes oubliées, puisque c'est encore une fois sur l'histoire féminine. Là, on peut voir que contrairement aux Grandes oubliées, c'est une approche un peu moins généraliste, puisqu'elle est vraiment très focalisée sur des figures féminines en particulier, et pas juste sur une histoire tout le long. Du coup, vous, c'est quoi votre avis sur l'approche qu'a choisi Tissot Lecoq? Et vous, pourquoi vous avez pris comme ça individuellement des figures au lieu d'aller chronologiquement? Enfin, nous, on va aussi chronologiquement. On est même dans une chronologie complète. Oui, non, mais je voulais dire, c'est-à-dire figure par figure, pas dans la globalité. Parce que chaque autrice a envie de dire, nous, on a moins un discours théorique. C'est moins théorisé sur peut-être tous les tenants, les aboutissants, parce que comme on est en BD, on a moins de place. Moi, j'ai moins de texte. Je dois tenir sur des petites phrases et des bulles. Mais nous, on s'est fixé de parler des figures, on va dire, connues. Mais comme vous avez vu dans le livre, on voulait aussi beaucoup parler des anonymes, de toutes les femmes qui travaillent depuis toujours, de la vie des femmes en général. Et donc, on avait vraiment voulu montrer à la fois les femmes célèbres, à la fois les femmes anonymes, mais qui étaient partout, toujours, qui travaillaient. Et en plus, parler de la condition féminine à travers les âges. Ça faisait beaucoup. Et donc, voilà, avec Blanche, on a décidé de passer ça en BD, parce qu'évidemment, elle est une dessinatrice de talent. Et pareil, pour essayer vraiment de vulgariser, dans le bon sens du terme, de donner des pistes. Et avec la possibilité, comme Titiou, on cite les personnes et maintenant il y a tout à fait possibilité d'aller plus loin, de faire ses propres recherches. Si un personnage vous plaît, moi je n'ai pas la possibilité dans la BD de tout dire sur cette personne, mais on peut se reporter à tout un tas d'ouvrages qui sont faits et continuer d'explorer. Donc ça nous semblait une ligne directrice pour après vraiment aller beaucoup plus loin. Et puis, si je peux me permettre, le format graphique vous permet d'incarner ces anonymes, justement, de Voilà. leur donner un visage et un corps. Oui, et puis ce qu'on voulait aussi, c'est que justement, comme les femmes sont peu présentes et peu représentées dans les livres d'histoire, la BD, même pour quelqu'un, moi je l'ai montré à des petites filles, toutes petites, qui ne savent pas lire. L'idée, c'est que même une petite jeune fille qui regarde comme ça sans rien comprendre, elle voit plein de femmes dans un livre d'histoire. Elle les voit à toutes les époques, avec des costumes différents, des vêtements différents, dans des milieux différents. C'est montrer que les femmes sont partout dans l'histoire. Et donc même les toutes jeunes petites filles sont super contentes. Là, c'est essentiel, la question de la représentation Oui. des minorités, visibles ou non, et puis aussi des femmes dans l'histoire. Là, c'est là qu'on voit que toutes les luttes se rejoignent sur ce besoin de Bien visibilité. Sûr. Vous êtes d'accord là-dessus? Ah bah bien sûr, hein. C'est le même travail, je pense. Et puis on a de la chance, moi je travaille beaucoup en documentaire, on peut travailler en fiction, en poésie. Il y a 1001 manières de s'exprimer, de montrer les choses. Voilà, donc nous on a choisi la bande dessinée. Et du coup, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que les femmes étaient pas ou peu présentes justement dans l'histoire, dans la représentation? Parce que vous avez forcément fait ça, parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas de représentation énorme pour les femmes. Eh ben en fait, moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce que j'étais dans un milieu très conventionnel et au départ, quand j'étais plus petite, moi bizarrement ça me choquait pas plus que ça, hein. J'acceptais assez bien les choses. Je pense que ça ne choquait personne. Voilà, donc moi j'acceptais assez bien les choses tranquillement, je me posais même pas tellement la question. Et puis j'ai fait mes études d'histoire, comme Willy l'a signalé. Alors moi, il se trouve que j'étais en histoire ouvrière, donc mes professeurs étaient quand même pas mal sensibilisés à l'histoire des femmes, donc moi je traitais aussi l'histoire des ouvrières, etc. Donc jusque-là, ça allait encore pas trop mal, je me posais pas encore trop de questions. Après, j'ai commencé à travailler, et puis c'est là où ça s'est gâté. En fait, plus de petit à petit, un peu comme Titiou, plus j'ai avancé dans l'âge, et plus les choses m'ont choquée, plus ça s'est révélé.
Donc moi j'ai une révélation beaucoup plus lente. Et voilà. Et donc après évidemment ça s'est imposé à moi sur tous les sujets qu'on connaît. Et j'avais déjà fait un premier ouvrage pour faire des portraits de femmes célèbres et plutôt faire un bilan sociétal sur les femmes dans le monde. C'est-à-dire c'était l'image, comment sont traitées les femmes dans le monde. Et puis là, avec Casterman, on a voulu vraiment faire cette bande dessinée et vraiment remettre le sujet sur... Est-ce à dire, en vous écoutant, qu'à partir du moment où on met ses lunettes et qu'on se rend compte justement de ce décalage, on ne voit plus la société comme on veut bien nous la représenter? C'est impossible, je vous la pose à toutes. Oui. Sur les lunettes, est-ce que les lunettes, on peut les enlever? Alors moi, je préfère l'idée du voile qu'on enlève. Il y a une espèce de voile, c'est quand on enlève ce voile et que, voilà, on voit le monde, on ne peut plus le remettre par-dessus après. C'est impossible. Et en effet, et ça s'amplifie parce que, déjà, on a plus d'expérience, fatalement. Et du coup, oui, ça se voit. Moi, personnellement, ça me tient de plus en plus à cœur, alors que ce n'était pas forcément mon sujet. Moi, je n'avais pas de parents qui étaient féministes particulièrement. Et donc, mais moi, par contre, oui, ça s'amplifie. Je vois de plus en plus les choses et je suis même de plus en plus énervée. Donc voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec vous dans la mesure où ça grandit avec l'âge et la prise de conscience. Mais j'aimerais rebondir sur l'idée des lunettes parce que moi, je crois qu'on peut les enlever en fait. J'ai été très très féministe à l'adolescence et il me semble que, en fonction du milieu dans lequel on baigne, on peut perdre cette capacité à voir quand on est dans un milieu, par exemple, trop privilégié. À une époque où j'étais dans mes études de droit, par exemple, j'étais plus du tout aussi féministe parce que tout allait bien en fait. C'est curieux, hein? Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est pas aussi la matière, le droit est impersonnel? Mais il y a beaucoup de facteurs. Mais moi, c'est pareil. Quand on est dans une université, moi j'ai été à Tolbiac, une université d'histoire, à la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne. Et en fait, il y avait quand même une très grande égalité à l'époque, et avec des choses que je voyais pas, parce que j'avais quand même plus de profs hommes que de profs femmes, même si j'ai eu Hélène Arweiler, qui était une très grande historienne. Mais évidemment, ça ne me choquait pas à l'époque. Au départ, j'ai eu du mal à... au départ, les élèves étaient très égaux. Il y avait beaucoup de filles en fac d'histoire, mais les profs étaient quand même des hommes, beaucoup. Mais c'est pas encore là, c'est même pas encore là que j'ai eu ma révélation. C'était encore plus tard. Et toi, Lina? Dites-moi. Donne-nous ton avis, toi. Est-ce que ce regard sur la société des femmes qu'on a mises de côté pendant si longtemps, est-ce que tu l'as découvert là ou est-ce que c'est une graine que tu sens pousser en toi ou pas du tout? Moi, j'aime beaucoup l'histoire, déjà, pour commencer. Après, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de figures féminines dans l'histoire qui sont représentées, parce qu'elles existent, bien évidemment, ça, je l'ai remarqué quand même assez tôt. Et donc, quand moi, j'étudie l'histoire de mon côté, pas forcément à l'école, j'aime beaucoup me renseigner sur des grandes figures historiques féminines qui sont souvent oubliées ou à qui, parfois, on attribue une mauvaise réputation totalement à tort. Et donc oui, mais après ça, c'est sûr que c'est très très présent, le fait qu'on n'en parle pas assez souvent, et quand on en parle, c'est très brièvement, et ou alors c'est très négativement, alors qu'en fait, c'est une réelle aubaine, ces histoires-là, il y a beaucoup à chercher, beaucoup à comprendre, beaucoup à connaître, parfois plus intéressantes que certaines figures historiques masculines qu'on nous rabâche depuis la primaire, sincèrement. Sandrine, là, on a Lina, elle est toute jeune. Vous avez travaillé avec Blanche Sabat aussi, qui est l'illustratrice. Oui, dessinatrice. Aussi, dessinatrice qui est aussi une militante. Elle est très militante, féministe et absolument. Donc elle a son Instagram La Nuit remue Paris. Et voilà, donc elle est très militante en effet. Donc du coup, c'est aussi... il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme à avoir bousculé un petit peu... le patriarcat aujourd'hui, je vous demande avec cette nouvelle génération. On voit quand même que les choses bougent avec MeToo par exemple, et puis avec quand même beaucoup d'ouvrages qui sortent, beaucoup de portraits de femmes. Et comme Titiou, tout le monde, on le montre très bien dans la bande dessinée, il y a des avancées et des reculs. C'est ça, l'histoire ne va pas que dans un sens. Voilà, et les reculs peuvent être même très violents, alors qu'on n'y croit pas vraiment, mais ils arrivent et ils sont très violents.
Et Il ne passe plus inaperçu quand même. bah, on ne sait pas, enfin moi je ne lis pas dans l'avenir, donc je ne peux pas dire, mais dans le passé, les femmes ont eu beau s'y opposer, dire qu'elles n'étaient pas d'accord. À la Renaissance, Nicole Estienne, déjà à la Renaissance, parlait des misères des femmes et était absolument contre le recul qui se passait. Bah, ça n'a pas empêché qu'il s'est passé quand même. Donc il y a quand même des reculs, et tout ça pour dire qu'il faut rester méfiant. Bien sûr. Très méfiant. On va donner la parole à Ethan qui avait une question à poser. Ethan. Oui, du coup, la question c'était aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être une femme dans l'édition et plus particulièrement, qu'est-ce que c'est de publier des livres féministes et est-ce que c'est un peu plus dur qu'un livre classique ou pas du tout? Alors, être femme dans le monde de l'édition, et est-ce que la thématique du féminisme est porteuse, hein, si je résume ta question, hein, c'est ça. Alors là-dessus, j'ai beaucoup fait cette réponse. Féminisme is the new permaculture. Il y a quelques années, dans les librairies, tu avais des tables sur la permaculture. Comment faire ton potager en permaculture, etc. C'est vraiment, il y avait une folie. Toutes les maisons d'édition ont sorti une collection sur la permaculture. Ça a disparu et ça a été remplacé par des livres féministes. Je suis hyper contente, dont les miens. Mais avec ce risque qu'à un moment, ils se disent, bon, bah, finalement, il y a autre chose qui va remplacer sur les tables. Donc, Comme si on avait fait le job. moi, j'ai connu le moment où publier des livres féministes n'était pas forcément évident. Mon premier roman, les interviews avec les journalistes, ils me disaient, est-ce que peut-être, enfin, j'ai eu l'impression que c'était peut-être un livre un peu féministe, mais si tu veux, je ne le mets pas dans l'article, hein, évidemment, vous inquiétez pas. Mais si vous pouvez le mettre dans l'article, en fait, c'était un peu l'idée d'écrire un roman féministe. Donc j'ai connu ça, et maintenant, évidemment, féminisme, ça fait un peu vendre. Toutes les maisons d'édition ont leur collection féministe, etc. Donc là, en ce moment, c'est plutôt bien, mais je sais que c'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'instant, c'est que ça va pas durer, quoi. C'est vrai qu'il y a souvent cette diabolisation du mot féminisme. Comme vous avez dit, il y en a, ils disent bon, moi je suis humaniste, je suis pas féministe, ou alors oh, t'es pas une de ces féministes là. Enfin, c'est comme si c'était un mot interdit en fait, alors qu'en fait ça c'est pas quelque chose de grave. Ça veut simplement dire qu'on est pour l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'on souhaite que les discriminations s'arrêtent. Donc c'est vrai que ce fait là de diaboliser ce mot, c'est très très présent. Et chaque avancée doit être défendue par un combat de chaque instant. On le voit, MeToo, c'est encore récent, et pourtant, on est déjà dans une vague de backlash contre beaucoup de femmes qui se sont exprimées à ce sujet. Donc, c'est sans fin, en fait. Il faut garder cette énergie et se relayer, parce qu'une personne ne peut pas porter... Alors, je complète. Être féministe dans le milieu de l'édition en ce moment, c'est très bien. Être féministe sur Internet, en revanche, ça a toujours été compliqué. C'est toujours compliqué. Je pense que voilà. Et moi, je dirais aussi quand même que dans l'édition, le fait que ça se soit féminisé, que les éditrices, il y ait beaucoup de femmes éditrices, qu'il y ait des femmes aux responsabilités dans l'édition, notamment dans l'édition jeunesse, c'est peut-être aussi quand même un élément qui va nous être favorable pour continuer à publier des ouvrages et des ouvrages de recherche, parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont un peu aux commandes ou décisionnaires. Donc voilà. À cet égard, la note positive. À cet égard, je suis à la fois autrice et éditrice. Et effectivement, il y a non seulement en fait un renouvellement des générations qui fait qu'on a des jeunes femmes plus politisées, plus engagées, qui est intéressant. Et 90% de l'édition est menée par des femmes aux commandes. Mais aux commandes, jusqu'à un certain point, on sait qu'il y a un plafond de verre, et les décisionnaires au sommet des chaînes de commandes, des maisons d'édition, sont encore toujours des hommes blancs âgés. Maram. Oui, Nous. je me réveillais. Maram, vous êtes syrienne, vous êtes poétesse, vous êtes exilée en France depuis 1982. Oui. Vous êtes autrice de nombreux recueils de poésie qui sont publiés chez Bruno Doucet. Vous êtes une voix qui porte, un style qui touche. Et alors, la plus belle définition que j'ai trouvée, moi, vous concernant, elle vient de Laïli Anvar, qui dit de vous que vous faites de la poésie un art martial. Je trouve ça magnifique. Ah bah Les âmes aux pieds nus est un recueil de poèmes que vous venez nous présenter, une 60aine de poèmes, de visions, de témoignages, de tranches de vie ou de pensées intimes de femmes blessées, martyrisées, humiliées, mais toujours debout. Et Lina, je crois que le travail de Maram t'a particulièrement touché, parce qu'on en a parlé.
Oui, en effet. Et tu voulais, parce que tu lis l'arabe littéraire, et donc tu tenais à lire un petit poème, parce que les poèmes sont écrits en français et traduits en arabe. Tu m'as fait un cours sur la traduction arabe littéraire absolument phénoménal. Merci. Je voudrais que tu me le lises, si tu veux bien, le poème que tu as choisi. اوكي. فادي ابن سونيا العمر 7 سنوات. أتعرفين يا أمي تستطيعي أن تنامي في سريري إذا جاء الوحش ليلا. Je peux refaire s'il vous plaît. Très bien, très tu, bien. tu peux refaire, essayons, Très bien. bien sûr, mais c'était très très bien. Hein. Très bien. Non, c'est très très bien. Lina, non, on va pas te corriger. Pourquoi tu as choisi ce poème? Dis-nous, Lina. Parce que en fait, c'était un choix général de la part de nous tous. Ouais. Parce qu'en fait, on trouvait que c'était le poème qui avait la plus grande portée. Parce que c'est une voix d'enfant, c'est les violences à travers les yeux d'un enfant. Et c'est le style d'écriture est très innocent. On voit l'enfant qui dit après dans la deuxième, donc je lis لقد شربت كل الحساء وأكلت كل السبنخ لك بسرعة أصبح كبيرا وأحمكا. Donc là, il lui dit maman, j'ai mangé tous mes épinards, j'ai bu ma soupe, comme ça je vais devenir grand et je vais venir te protéger. Et enfin, c'est quand même très poignant parce qu'en fait, on voit que l'enfant, il voit ce qui se passe. Il comprend pas vraiment, il pense que c'est une question de je dois faire ça pour protéger ma mère, je dois manger mes épinards, c'est aussi simple que ça. Et il est vraiment, il voit sa mère qui souffre, il dit le monstre, donc là on comprend qu'on parle de violence conjugale, et il qualifie son père, donc sa mère, de monstre. C'est comme ça qu'il le voit, donc il n'y a pas un seul moment où il dit oui c'est mon père, non, il dit le monstre, le grand monstre géant, et moi aussi je veux devenir grand. Pour lui c'est une question de grandeur, donc en fait c'est vraiment comme ça qu'il voit la chose, et à travers les yeux d'un enfant, on peut voir à quel point c'est poignant, à quel point c'est fort en fait. Et la Oui. poésie sert à ça. C'est pour ça que je sert disais la à ça. poésie, un art martial. Exactement. Vous touchez juste. C'est, comment dirais-je, moi, mes livres, c'est moi. Ça veut dire, c'est ma vie. Et j'étais amenée à cet combat parce que j'étais victime moi-même. Alors, je suis rendue ces femmes qui sont incognito, ils sont simples, ils sont victimes. Je les ai rendues humaines, victorieuses et héroïnes. Comment dirais-je, la première fois je frappais la porte de sécurité, de l'assistance sociale, j'ai vu des femmes qui nous ressemblent, qui a l'air vraiment normal. Et puis tout en coup, on voit cette blessure, cette cassure, cette victimisation énorme. Alors je me suis dit, pourquoi je n'utilise pas la poésie pour défendre ces femmes, pour les rendre plus fortes, pour montrer aux élèves, aux jeunesses que la violence, ça amène à rien. Ce qui était douloureux pour moi, qu'à un moment, j'ai senti que j'étais presque sans souffrance devant leur souffrance. J'ai senti que ces femmes, il faut absolument qu'ils se rendent compte de la grande injustice qui est dans le monde et dans leur foyer. Et qui est aussi horrible que c'est la maison, là où ils vivent, normalement, là où on doit être protégé. C'est là où on souffre le plus. C'est ainsi que j'ai décidé d'écrire ces poèmes avec une carte d'identité et suivi d'un poème pour montrer le panorama de toute la violence. Ce n'est pas seulement la violence physique, aussi la violence morale, Les humiliations. les humiliations et tout ça, puis les enfants. Je me rappelle quand j'ai écrit le poème sur les enfants, c'était un beau matin, j'ai commencé à pleurer en l'écrivant. Je me suis demandé, est-ce que les poètes ou les écrivains, en écrivant, ils pleurent? J'ai senti que j'ai écrit les poèmes avec mes larmes, parce que je voyais les visages de mes enfants. Je voyais les visages des enfants d'une amie.
je voyais les enfants des gens que je connais. Alors tout ça, ça rend la poésie vivante, ça rend la poésie utile, ça rend la poésie noble. Sandrine, je crois que vous avez un mot à dire. Oui, parce que moi, ça m'a énormément touchée. Et je dois dire que je ne suis pas forcément une grande lectrice de poésie, pas du tout. Je suis toujours dans des essais, des chiffres, des statistiques. Et je l'ai lu pour le salon. J'ai adoré, si on peut dire ça comme ça, mais moi, vous m'avez fait pleurer. Hein. Non, moi, vous m'avez fait pleurer. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Et tout ce que vous dites aussi sur... Alors, il y a les grandes violences, mais vous parlez aussi beaucoup des délaissements, de la solitude. Et moi, ça me touche personnellement. Ça touche mes grands-mères. Ça touche les femmes qui me parlent, que j'ai rencontrées, la nourrice de mes enfants, etc. Et moi, ça m'a touchée sur ce que je connais, moi, alors en beaucoup moins dur, a priori, que vous, ce que vous avez connu. Hein. Moi, je n'ai pas du tout connu ça, moi, mais ça m'a parlé, vachement. Et j'ai trouvé ça incroyable et très, très émouvant. Je vous remercie. Ouais. C'est pour montrer aussi que ce n'est pas seulement les femmes immigrées, ce n'est pas seulement les femmes arabes, ce n'est pas seulement les femmes musulmanes. La violence touche toutes les femmes. Et tous les hommes aussi. Ça veut dire, c'est notre combat de poètes ou des écrivains, c'est de défendre l'injustice. Si les hommes sont victimes, je suis prête à être aussi leur avocate pour leur défendre. C'est une affaire seulement de justice et d'humanité. Et c'est ça ma féminisme. Je suis désolée, je suis enrhumée grave. Ouais. Vous êtes enrhumé, mais on vous entend très fort. Ouais. On vous entend très fort. Ouais. Avant de passer à la question du témoignage, je tenais à vous demander, par rapport à la traduction, parce que c'est très subtil, parce que vu que je l'ai lu en arabe et en français, j'ai remarqué que dans la langue originale, il y avait plus d'intensité. Et on voit aussi le style d'écriture est très particulier. J'ai remarqué que vous expérimentez énormément. Vous faites des changements. Parfois, vous utilisez des homonymes. Parfois, vous utilisez, des vers brisés aussi. Par rapport à toutes ces choses-là qui sont retranscrites en français, parce que c'est très difficile de retranscrire l'arabe qui est une langue très très poétique. Et je veux savoir comment ça s'est passé au niveau de la traduction, comment vous avez fait pour essayer de retranscrire un maximum. Et vous avez réussi plutôt, même si originalement c'est toujours plus poignant. Comment vous avez fait? Je ne sais pas si je traduis ou je réécris le poème. C'est pour ça. Je prends des fois des libertés d'écrire autre chose dans de l'autre langue, en disant mais c'est moi qui l'écris, qui va me condamner. Mais des fois, je suis obligée parce que dans le texte, dans les livres, il faut que le poème soit en miroir. Oui. On ne peut pas ajouter parce que ça sera plus long, etc. Oui. Et la langue arabe, elle est beaucoup plus courte que la langue française parce qu'il n'a pas de pronoms, etc. Alors, je pense, comme je dis toujours, que je suis comme une femme enceinte avec un jumeau et je ne sais pas lequel va sortir. Est-ce que c'est la langue arabe ou c'est la langue française? Certes, je suis beaucoup plus agile dans la langue arabe, c'est parce que c'est ma langue que je maîtrise le plus. D'ailleurs, je suis catastrophique dans toutes les langues, en italien, en espagnol, en français, en anglais, en arabe. Mais la langue que je maîtrise le plus, c'est la langue arabe. Mais c'est pas obligé. Je voudrais bien avoir ce pont qui me lie aux gens qui m'entourent. J'étais obligée d'écrire en langue française, même si elle est fragile, même si elle a beaucoup de fautes, que je compte sur mes éditeurs à me corriger. Mais c'est ma main tendue, tremblante, mais aimante, à l'autre personne qui veut me lire. Donc vous avez simplement, en fait vous n'avez pas directement traduit, vous avez retranscrit vos émotions et c'est pour ça que c'est aussi réel, aussi sincère que la langue originale. Je pense que d'ailleurs tous mes livres ils sont bilingues parce que j'ai pris cette audace à écrire dans deux langues et puis j'espère que vous aimez ma petite défaut. Une dernière question
Oui. Pourquoi le choix du témoignage? Est-ce que les témoignages sont réels? Parce qu'on voit les noms des personnes, leur identité, les parents, l'âge, le pays, etc. Enfin, est-ce que Est-ce c'est que des... ce sont les réels? Oui. Et est-ce que c'est important? J'ai envie de rajouter. Oui. Attendez, comme j'ai eu cette idée, bien sûr, je ne connais pas tout le nom de pères et de mères de femmes que j'ai rencontrées. Et d'ailleurs, ce n'est pas eux qui m'ont inscrit le poème, c'est au travers de beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres. J'ai décelé des choses qui je pensais que ça peut être intéressant à dire. Alors, ce qui est rigolo, comme j'en a fait il a un film qui s'appelle La poétesse aux pieds nus. On a rencontré ces femmes et chaque femme, elle a défendu sa carte d'identité comme si c'était elle, tu vois. Et là, même, elle me dit, non, ma fille, par exemple, ma fille, elle n'a pas 11 ans, elle a 9 ans. D'accord, on change. Et mon père, il s'appelle pas Belhassan, il s'appelle Selim. Bon, d'accord, on change. Ça veut dire ils ont joué le jeu et puis ils ont approprié les poèmes. C'était devenu leur visage. D'ailleurs, il y a des femmes qui ont écrit sur ce livre, qui ont témoigné. Et donc, comme on a projecté les films, ils étaient sur le podium, tremblantes, mais heureuses, parce qu'ils sont devenus quelqu'un qu'on l'applaudit, qu'on salue leur courage, salue leur liberté, parce qu'ils ont eu quand même certaines femmes, ils ont travaillé, ils ont eu leur liberté, ils ont sorti de leur prison. Merci en tout cas, Maram, de redonner voix aux sans-voix à toutes ces femmes. Mais incroyable. Non, on vous a très bien entendu. Vous restez avec nous. On va faire une petite pause sport, si vous voulez bien, avec cette nouvelle chronique qui s'appelle La lecture, c'est le sport. Alors, c'est une création qui est initiée par le Salon du livre et de la presse jeunesse. Hein. Ça a été créé pour les Olympiades culturelles en 2023 et illustré par Violette Weiss. La lecture, c'est du sport. Ça devient vivant grâce à 2 comédiens qui se lancent des défis sportifs, toujours autour, bien sûr, du plaisir de la lecture. Aujourd'hui, on fait du step. En petite foulée, lis en courant sur place. Je n'ai plus faim. Je veux faire un roux. Ça sent bon. Ça ne sent rien. Je suis malade. J'ai mal à la gorge. J'ai mal aux dents. J'ai mal au ventre. J'ai mal aux oreilles. Ça gratte. J'ai froid. J'ai chaud. Je veux faire pipi. Je veux faire caca. Je veux qu'on change ma couche. Je veux aller au bain. Je veux sortir du bain. Je veux rester tranquille. Je ne veux pas de chatouille. Je veux faire du bruit. Il y a trop de bruit. Il y a trop de silence. J'ai peur. J'ai soif. J'ai envie de pleurer. Je veux qu'on me parle. Je veux un bisou. Je ne veux pas de bisous. Je veux aller me promener. De retour au café littéraire, nous parlons de la représentation des femmes dans l'histoire avec nos 4 autrices et avec Lina
ma co-journaliste, ma co-animatrice. Ça va Lina, ça se passe bien? Ça va. Et vous? Ouais, tout le monde répond bien aux questions. Écoutez, oui. Je sais que tu en as encore plein. Hein. On s'est dit, hein, ça va être compliqué de répondre à toutes les questions, mais on essaie de faire au maximum. On va passer à Julia Thévenot. Julia Thévenot, vous avez été blogueuse, éditrice. Vous l'êtes toujours, hein, je crois. Hein, Je suis toujours éditrice. Et puis vous êtes là pour nous présenter Millepertuis, livre 1, La sorcière sans nombril, chez Gallimard Jeunesse. Je fais un petit résumé. L'histoire de Horty qui a 15 ans, elle vit dans une famille un petit peu particulière, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Épine, il y a une préado très très agaçante. Elle a une petite sœur ronce alors qui adore l'eau de Javel. Voilà, à ne pas refaire chez soi. Il y a une maman qui transforme ses amants en chats aussi, hein, quand elle en a marre. Et puis il y a Tante Vie, bien sûr, sa professeure de magie. Vous avez compris, hein, Horty est une sorcière, mais bien de son temps, et qui va provoquer tout un tas de catastrophes. Un livre aussi pop que sa couverture, un livre de femmes sorcières, mais pas seulement. Lina, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu as apprécié cet univers de sorcières 3.0? Alors, les livres de sorcières, hein, on en connaît beaucoup. Sorciers, sorcières. Hein. Alors, j'aime beaucoup le genre, le choix des personnages, etc. L'atmosphère. La seule chose avec laquelle j'ai un petit peu de mal, c'est le fait que ce soit dans une ambiance moderne. J'ai un peu de mal avec ça, parce qu'en général, quand je lis des livres, j'aime pas trop être dans une ambiance moderne. Je préfère plus m'échapper dans un autre environnement. Moi, c'est exactement le contraire. Voilà. Moi, voilà, comme quoi les goûts littéraires voilà, il y en a pour tout le monde. Bah voilà. Donc dans le sens où c'était des sorcières, c'était assez particulier. J'aime bien le fait que ce soit un peu burlesque en soi, un peu. Mais après, ce avec quoi j'ai eu un peu du mal, c'est le fait que ce soit très moderne et Ouais, c'était quoi votre projet, vous, de faire rentrer les sorcières dans l'ère moderne, quoi? Alors, le projet, c'était de réinventer un peu la figure de la sorcière. La figure de la sorcière, on en a vu des centaines, des milliers à travers nos contes, à travers des légendes. Et c'est une figure qu'on peut toujours réinventer parce que c'est une figure imaginaire. Quelle chance. Et en tant qu'écrivaine, c'est toujours précieux de pouvoir avoir c'est comme les dragons, en fait. On peut toujours inventer un nouveau type de dragon. Et la sorcière, elle a quelque chose en plus, c'est qu'elle a une part symbolique, notamment avec toute la résonance culturelle d'aujourd'hui et avec son lien avec le féminisme. Dans cette histoire, il n'y a que des sorcières. Donc il y a Horty, ses deux sœurs, leur mère, la tante, et en fait tout un réseau de tantes, de cousines, etc., qui vivent dans leur communauté, leur société, leur consulat de sorcières, qui ont leurs règles et leurs pouvoirs. Et c'était très important, c'est très important dans l'histoire, qu'il n'y ait que des femmes. On se demande où sont les garçons, où sont les hommes, et l'héroïne présume d'ailleurs pendant longuement que on ne fait pas de garçons, on ne fabrique pas de garçons, nous n'avons pas cette part-là, quelle chance. Et en fait, l'une des adultes autour d'elle lui explique que non, si bien sûr on fait des garçons, mais on s'en débarrasse. On s'en débarrasse, et là se situe le nœud du récit. On s'en débarrasse, c'est une solution à toutes les violences qui ont été faites contre ces femmes sorcières pendant des siècles. Parce que, comme l'explique la mère de l'héroïne, peux-tu imaginer sur qui ça retombait quand un crétin transformait le plomb en or? Sur nous. Donc, les sorcières, au fil des âges, ont trouvé des solutions pour se prémunir et s'émanciper de la violence masculine. Et leur solution s'est faite aussi dans la douleur. Elles se débarrassent de leurs enfants mâles. Donc, il y a vraiment une tension aussi générationnelle entre l'héroïne qui est jeune et qui voit toute cette douleur et que ça choque qu'on se débarrasse des bébés mâles, et la génération d'avant qui a le sens de la légitimité de ce système de défense et de protection. Donc c'est toute la part symbolique de la réinvention de la figure de sorcière et de montrer comment elles peuvent faire société dans la force et la douleur. Donc un hymne à la sororité. Oui, absolument. Ouais. Vraiment littéralement, c'est l'histoire de trois sœurs. Ouais, effectivement. Pourtant, malgré le fait qu'il n'y ait pas de personnage masculin, de figure masculine, à part deux qui sont Corentin et Wandrille, il y a quand même une certaine ambiguïté autour de la sororité, puisqu'il y en a plein qui sont
ambivalentes et qui ont des présences bienveillantes, mais aussi très contrôlantes. Oui, Il suffit pas d'être sœur pour être sympa, quoi. c'est ça. Et la représentation à la fois du corps féminin et de l'identité féminine, elle ne se fait pas. Elle doit être multifacette. En fait, une femme n'est pas une sainte juste parce qu'elle est une femme. Notamment en littérature, il faut aussi de l'attention, des personnages positifs et négatifs pour faire avancer l'histoire et créer des problèmes auxquels on va apporter des solutions. Ok. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant aussi dans la représentation de ces personnages, c'est d'expliquer, de montrer émotionnellement d'où viennent leurs diverses colères. La colère de la mère et la colère de la fille, par exemple, ne sont pas les mêmes, et pourtant elles répondent aux mêmes problèmes. Et aussi, tout simplement, de mettre en scène, dans une histoire, donc des femmes qui sont à la marge du pouvoir depuis toujours et dans notre société actuelle encore, et des femmes noires qui elles-mêmes sont à la marge de la société et de la représentation des femmes, et des femmes noires sorcières qui sont à la marge de la marge de la marge, mais qui ont du pouvoir, qui récupèrent le pouvoir dans le sillon de cette marge-là. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de tirailler les fonctionnements sociétaux habituels. Donc votre objectif, c'est vraiment la représentation sous toutes ses formes, qu'elles puissent être positives ou négatives, mais vraiment de représenter les femmes et les différences qu'elles peuvent présenter. C'est l'un des objectifs. Mon objectif, c'est avant tout évidemment de raconter une bonne histoire, comme la plupart des écrivains, des écrivaines. Mais un récit n'existe pas sur une île, il existe en réseau avec de la politique qui imprègne son auteur, qui imprègne la société actuelle, le monde dans lequel il émerge. Ce même roman n'aurait pas existé pareil il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc., pour parler de toute petite période que moi j'ai connue. Donc c'est l'un des objectifs. Et d'autres objectifs sont tout simplement de faire émerger une émotion et, comme l'héroïne, d'apprendre à apprécier et représenter son propre corps. C'est, je trouve, la force du système de magie que j'ai voulu inventer. Julia, merci beaucoup. Je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps. On est super à la bourre, naturellement. On perd toujours contre la montre. Mais je voudrais qu'on prenne quand même le temps parce que je vous ai demandé de ramener des livres. Donc je voudrais que tout le monde ait le temps de les présenter brièvement. On attaque avec vous la classe de Lina. Alors, on avait 2 coups de cœur. Donc, le premier, c'était Nos mutineries, qui est une BD documentaire qui déconstruit tous les stéréotypes sur le féminisme et le sexisme, qu'il le fait de manière très simple et très compréhensible par tout le monde. Très bien, Nos mutineries. Et puis notre deuxième coup de cœur, c'était un livre qui s'appelle, une bande dessinée qui s'appelle Le cœur des femmes et qui est adaptée d'un roman à la base. Et du coup, dans cette bande dessinée, on suit l'histoire de Jean, qui est du coup une interne en médecine et qui va faire un stage dans une unité gynécologique. Donc au début, elle est absolument pas convaincue, elle est très sceptique face à ce stage. Et au final, elle va finir par découvrir des histoires de femmes poignantes et des témoignages. Voilà. Merci beaucoup pour vos choix. Titiou. Oui, alors je ne l'ai pas entre les mains, mais Imbuvable, c'est une bande dessinée qui vient de sortir chez Lagrume, qui est en traduction d'une autrice américaine qui s'appelle Julia Wurtz. Et c'est complètement autobiographique. Elle raconte ses problèmes d'alcoolisme quand elle était une jeune femme, et c'est quand même un sujet qu'on sent monter depuis quelque temps. Et en fait, derrière le sevrage de l'alcool, il y a la question de qu'est-ce qu'il faut dans nos vies pour qu'on ait envie de se lever le matin. Et qu'est-ce que c'est qu'une belle vie. Et c'est absolument génial et c'est hyper drôle. Sandrine. Alors, moi, j'ai amené un livre de quelqu'un de très connu. Du coup, j'ai emmené un peu une base. Donc, c'est Françoise Héritier, l'anthropologue. Et donc, j'ai pris la version dédiée à la jeunesse. Donc, une version beaucoup plus courte et simplifiée. Donc, les petites conférences. Et notamment, Françoise Héritier explique ce que c'est que la construction du genre féminin ou masculin, construction sociale. Et voilà. Maram. Moi, j'ai choisi Fawzi Azouari, Le corps de ma mère. C'est vraiment un récit très intéressant d'un regard d'une femme qui est émigrée en France et puis il est revenu après tant d'années.
au chevet de la mère malade, morte, elle est en train de mourir. Et comment s'appelle-t-il, cette regard à le corps de la maman qui va partir et le souvenir de toute l'histoire de féminité en travers de la mère qui est en train de dormir. Juste très très beau, très beau. Julia, on terminera avec vous. Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich, qui est un roman de réalisme magique paru chez De Noël, donc pour adultes mais lisible par tout le monde à partir de 13 ans. Et c'est une histoire d'une grande poésie, de beaucoup d'humour, très très contemporaine, réalisme magique contemporain, qui parle de tous ces nœuds entre mère et fille et entre sœurs à dénouer. Qui bouquine, si vous n'avez pas encore assez de conseils de lecture, Qui bouquine va vous en donner d'autres. C'est le site du Salon du Livre qui vous fait découvrir toute l'année des pépites. 5 livres autour du thème dont nous avons parlé tout au long de ce café littéraire. Petit florilège de titres à découvrir sur Qui bouquine pour se représenter. La dernière sorcière de Catherine Cuenca aux éditions Talent Haut. Music Queens de Rebecca Manzoni, Émilie Valentin et Leslie Play aux éditions Bayard Graphique. Elles ne sont pas celles que vous croyez. Un regard féministe sur l'histoire, ouvrage collectif, une coédition Rajo et Cosette. Être féministe, pourquoi faire? De Camille Froidevaux-Métairie aux éditions La Martinière Jeunesse. Clara Schumann de Marie Leclerc, illustrée par Fanny Ducassé et racontée par Elsa Lepoivre aux éditions Didier Jeunesse. Et chez vous, qui bouquine? Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur kibouquine.fr. Merci à tous, on se retrouve demain pour un nouveau café littéraire. Bon salon à tous, à demain.